Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le deuil national se poursuit. C'est une perte qui attriste tout le pays. Les délégations se succèdent au domicile du président Henri Konan Bédié, le vice-président de la République, aux côtés de la famille de l'illustre disparu Timoko Mélié Koné, accompagné de son épouse et des membres du gouvernement, apporte sa compassion. La couverture maladie universelle, les centres d'enrôlement, la CMU sur l'ensemble du territoire seront multipliés. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte une solution à l'engorgement et les difficultés pour se faire enrôler. Adama Kamara a annoncé plusieurs mesures d'urgence pour permettre aux agents de recevoir tous les demandeurs. Dans la région de la Nawa, le virus de la peste porcine africaine a été découvert à Soubré. La direction régionale des ressources animales a annoncé qu'au cours du mois de juillet 2023, des mortalités suspectes de porc ont été signalées dans le sous-quartier de Soulobo. Les autorités locales annoncent l'abattage sanitaire ciblé de ces animaux dans le périmètre du foyer. Les poutistes au Niger dénoncent l'accord militaire avec la France. Paris rejette cette dénonciation et estime que seules les autorités nigériennes légitimes sont en mesure de les rompre. Le CNSP au pouvoir a justifié sa décision par l'attitude de la France après le coup d'État. Une douloureuse épreuve, une grosse perte, tout le pays est en deuil. La famille continue de recevoir les délégations. Le vice-président de la République s'est rendu au domicile du président Henri Konan Bédié. Timoko Mélié Koné apporte sa compassion. Le reportage de Jérôme Kofi Yabolin. Le deuil national dû au décès du président Henri Konan Bédié le 1er août 2023. Le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, ce vendredi au domicile de l'illustre disparu. Il y est allé présenter ses condoléances aux membres de la famille éplorée, notamment à Madame Henriette Konan Bédié. Après le passage du président de la République, Alassane Ouattara, avec la première dame Dominique Ouattara chez les Bédié, à la suite de l'annonce de la triste nouvelle, le vice-président, accompagné de son épouse, vient à son tour apporter sa compassion à la famille endeuillée. Outre la présence de Mme Timoko Mélié Koné, on enregistre celle de plusieurs autres personnalités, notamment des membres du gouvernement, aux côtés du vice-président de la République, à la résidence du défunt. Les partis politiques également affectés, le RHDP apporte son soutien à la famille du président Henri Konan Bédié. Une forte délégation s'est rendue hier soir au domicile de l'ex-président Gilbert Koné Kafana a exprimé la compassion de son parti, le RHDP. Moussa Konaté. Depuis l'annonce de son décès, la résidence du président Henri Konan Bédié ne désemplit pas. Les délégations se succèdent pour la présentation des condoléances. Ce jeudi soir, la délégation du RHDP est aux côtés de la famille éplorée. Son épouse Henriette reçoit les mots de réconfort et de compassion du RHDP. Nous savons combien notre président du parti a été fortement touché par cette terrible nouvelle. Nous sommes venus avec cette forte délégation à la tête de laquelle se trouve le président du directoire ainsi que le secrétariat exécutif et l'ensemble des membres du directoire. Nous sommes venus au nom du président du parti présenter toutes les condoléances du parti à d'abord Madame Henriette Konan Bédié, à toute la famille Bédié ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille, y compris la famille alliée. Décédé le 1er août dernier, les dates officielles des obsèques ne sont pas encore connues. Le pays observe un deuil national de 10 jours depuis le 2 août jusqu'au vendredi 11 août. Justement, le drapeau national est mis en berne pour ces 10 jours, une période décrétée par le président de la République. Dans les communes d'Abidjan, la décision est observée. Dans les structures privées et étatiques aussi, le tricolore ivoirien, orange, blanc et vert, montre les signes de cette période douloureuse que traverse le pays. Les populations encore sous le choc apprécient cette décision en hommage au président Henri Konan Bédié. Walter Amadou Ouattara.
Suite au rappel à Dieu de Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, un deuil national de 10 jours à compter du 2 août 2023 a été décrété par le chef de l'État Alassane Ouattara. Durant cette période, le drapeau national restera en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Les populations appréhendent différemment le sens de la mise en berne du drapeau. Je suis né en 85. La mise en berne, pour ma part, c'est pour la première fois parce que lorsque le président Houphouët est décédé, on était encore tout petit. Quand on parle de mise en berne, c'est-à-dire sursoir à toutes les festivités dans cette nation. Bon, la mise en berne des drapeaux, je pense que quand il y a un problème dans un pays, il y a catastrophe, et que l'État décrante une situation de deuil national et tous les drapeaux sont en berne. Ce spécialiste en éducation permanente partage les explications plus édifiantes. On met le drapeau en berne en signe de commisération, c'est-à-dire de compassion collective à l'occasion d'un deuil national ou bien d'une tragédie qui touche toute une communauté ou bien une collectivité. Dans le cas du décès du président Henri Konan Bédié, le deuxième président de la République, donc c'est une figure emblématique, on veut dire à sa famille qu'elle n'est pas seule dans le deuil et que toute la nation est avec elle. C'est pourquoi on met à mi-parcours le drapeau sur son mât, le drapeau étant le symbole par excellence de la souveraineté nationale. Est-ce que pendant cette période, on monte le drapeau? Non. Le drapeau est à mi-parcours jusqu'à la fin de la période de deuil qui est décrétée. La mise en berne du drapeau national va impacter la commémoration de l'an 63 de l'accession du pays à l'indépendance. Ce lundi 7 août, lorsque le président de la République va arriver sur l'esplanade du palais de la présidence, il trouvera les troupes déjà rassemblées. Un binôme mixte d'enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville va monter les couleurs et ensuite redescendre le drapeau à mi-hauteur pour respecter les dispositions de la mise en berne du drapeau. Je dois relever aussi que ce jour-là, il y aura aux côtés des forces de défense et de sécurité un détachement des forces armées togolaises pour marquer l'excellence de la coopération militaire qui existe entre nos deux pays. De Cocody à Makori, en passant par la commune du Plateau, la mise en berne du drapeau national est observée aussi bien dans les structures privées que publiques. Ça s'impose à la nation ivoirienne. Chacun, partout où il se trouve, doit se conformer à cette règle. Cependant, il n'est pas exclu de voir des drapeaux mis horizontalement ou verticalement par des particuliers afin de marquer simplement leur adhésion à la célébration du 7 août 2023. Certaines structures ont pris l'initiative de poser des drapeaux et donc c'est peut-être le lieu d'interpeller toutes ces structures et toutes ces personnes pour que effectivement ces drapeaux soient mis en berne pour respecter la mémoire de l'illustre disparu qu'est le président Henri Konan Bédié. La fête nationale sera célébrée dans la sobriété et le recueillement. Justement, il y a des dispositions particulières pour la célébration de ce 7 août, suivant ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État du Parabou Sanogo. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui aura lieu le lundi 7 août à 11h au palais de la présidence de la République au Plateau. Ce sont Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur de cabinet du vice-président de la République, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées et son adjoint, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale et son adjoint, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général de brigade,
chefs d'état-major particuliers du président de la République, messieurs les officiers généraux, chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale, monsieur le colonel-major, commandant les forces spéciales, la fin de la mise en place est prévue à 10h30 au plus tard. Autre chose dans l'actualité ce vendredi, 198 élèves de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer viennent de finir leur formation. Ce sont des hommes et des femmes formés au métier de la mer et de l'industrie. La sortie de cette 34e promotion est parrainée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Les diplômés se disent prêts à relever tous les défis du secteur. Michel Digri. Sortie de la 34e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Ils sont 198 pensionnaires issus de cette promotion à recevoir leurs épaulettes d'officiers de marine. Karim Koulibaly, directeur général de l'Académie, souligne l'importance du secteur maritime dans la dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Au cours de l'année académique qui s'achève, l'ARSM a réalisé plusieurs activités, notamment la signature de partenariats stratégiques avec l'Office du service civique national dans le cadre de l'année de la jeunesse pour l'hébergement et l'initiation de 500 jeunes au métier de la mer et de l'industrie dans la mise en œuvre du programme dénommé Campus Citoyen. Parrain associé à l'événement, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, salue l'engagement du ministre des Transports, Amadou Koné, à mettre en œuvre des réformes en vue de la modernisation du secteur. Le ministre des Transports a inscrit en bonne place dans la hiérarchie des priorités la dynamisation du secteur maritime en dotant notre marine de moyens efficaces en vue de lutter contre l'insécurité qui sévit sur nos côtes tout en œuvrant pour la construction d'un capital humain de qualité. Il nous appartient en conséquence de saisir toutes les opportunités que nous offre l'univers maritime, que ce soit sur l'eau et même sur terre. La promotion sortante composée de 198 étudiants, dont 106 issus de l'École supérieure des transports maritimes et 92 issus de l'École supérieure de navigation et collège d'enseignement et d'apprentissage maritime. Une autre sortie de promotion, cette fois à l'École normale supérieure d'Abidjan. 3891 étudiants en fin de formation. C'est la 57e promotion de l'ENS. Ces normaliens sont prêts à servir la nation dans le secteur éducation-formation. Ils s'engagent avec rigueur et probité. Didier Nguesson. Avec un effectif de 3800, dont 32% de femmes, la promotion baptisée Adama Bictogo, du nom de leur parrain et président de l'Assemblée nationale, a choisi de promouvoir 3 valeurs, la vérité, la rigueur et l'humanisme. Nous voilà au terme d'un long voyage initiatique, fort enrichissant. Pendant 2 années, nous y avons découvert tous les axes de la construction mentale, sociale, psychopédagogique, intellectuelle et professionnels de l'apprenant. L'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire vient de réaliser plus de 86% de réussite au concours du CAMES, de quoi conforter la culture d'excellence, a rappelé l'émissaire du ministre Adama Diawara. Les futurs éducateurs, professeurs de collège et lycée ont été baptisés par le représentant du parrain qui les a invités à faire preuve de professionnalisme. Il s'agit de donner à nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche les moyens de compétir à l'international. Pour consolider la mise en œuvre du système LMD, l'offre de formation doctorale devra désormais s'arrimer aux besoins avérés du marché de l'emploi. Dans toutes les sociétés qui aspirent au progrès, l'éducation doit être la voie royale de promotion du mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine émulation. C'est seulement à ce prix que nous pourrons rivaliser avec les nations les plus avancées, tant en Afrique que dans le monde. Après des échanges de présents, la promotion sortante a transmis le flambeau à la 58e promotion qui fait son entrée à l'ENS cette année. Et parlons maintenant d'environnement. Le président de la COP15 met en œuvre les résolutions de la conférence sur la désertification. Alain Richard Donvaï a sollicité l'expertise du Comité national de télédétection et de l'information géographique. Les 2 parties ont signé un accord de coopération. Dans ce partenariat, le CMTG va fournir les données géospatiales. Grâce Kando. La présidence de la COP15 sollicite l'expertise
du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTG dans la mise en œuvre des résolutions de la COP 15 pour combattre la désertification, la sécheresse et la dégradation des sols. C'est ce qui justifie cet accord de partenariat entre ces deux institutions sur des projets visant à promouvoir les innovations géotechnologiques. Il est important pour la Côte d'Ivoire d'avoir ses propres satellites, et aujourd'hui c'est chose facile, et ce qui nous permettra donc de mutualiser non seulement les moyens, mais mutualiser les informations et permettre donc à chaque utilisateur, département, que ce soit pour l'environnement, la prévention, pour l'agriculture, pour les mines, pour les ressources en eau, et tout cela, ça permettra donc de pouvoir mieux gérer nos territoires et donc de faire beaucoup d'économies. La Côte d'Ivoire a perdu 60% de ses terres productives dégradées et plus de 75% de son couvert forestier. C'est pourquoi, pour le directeur général du CNTG, il est alors nécessaire de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive. Ce partenariat, c'est d'abord donner tout ce qui est base de données que le CNTG a, mettre à la disposition de la COP 15 et tous les affiliés. Et ensuite, les outils seront développés. C'est les outils d'alerte précoce. L'évolution de la technologie le permet. Le CNTG, structure sous tutelle de la primature, s'est engagé en autres à accompagner l'administration publique ainsi que les entreprises privées en matière de géo-information et d'applications innovantes d'aide à la prise de décision. Le virus de la peste porcine africaine a été découvert à Soubré, c'est dans la région de la Nawa. La direction régionale des ressources animales et halieutiques a annoncé qu'au cours du mois de juillet 2023, des mortalités suspectes de porcs ont été signalées dans le sous-quartier d'Yesoulobo. Une enquête épidémiologique réalisée confirme la présence de ce virus, une maladie qui touche les porcs domestiques et sauvages avec un taux de mortalité pouvant atteindre 100%. Le gouvernement invite à l'adoption des mesures conservatoires telles que l'abattage et l'interdiction des mouvements des bêtes dans la commune de Soubré. La ville de Tiassalé sera dotée d'un nouvel hôpital général. C'est le ministre de la Santé, Pierre Demba, qui a lancé les travaux de construction. 10 milliards de francs CFA pour sortir cet établissement de terre. Un hôpital avec un plateau technique moderne. Il va combler les attentes des populations. Eugène Atoubé. Le nouvel hôpital général de Tiassalé est en chantier. C'est sur un site de 7 hectares qu'il sera bâti. Les techniciens et ouvriers travaillent dans le respect du délai d'exécution. On a commencé depuis 3 mois, on a fini la fondation des 2 blocs et pour le moment, on est en train de faire le 3e bloc. On va construire au moins 23 bâtiments, alors ça va prendre 1 an pour qu'on finisse. Pour la première fois depuis le démarrage des travaux, les populations ont eu accès au chantier à la faveur de la pose de la première pierre de l'infrastructure sanitaire par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La construction de l'hôpital général de Tiassalé tient de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer l'existant en termes d'offres de soins de santé aux populations. Les praticiens heureux à l'idée que cet hôpital en construction va améliorer de façon significative le cadre et conditions de travail. Avec les populations, ils ont pu découvrir en photo ce que sera le nouvel hôpital général de Tiassalé. Selon la vision du chef de l'État, chaque Ivoirien doit pouvoir donc avoir des services de santé de proximité à moins de 5 km de chaque habitation. Avec cet hôpital, nous allons avoir toutes les spécialités, chirurgie, pédiatrie, gynéco, etc. Et les urgences et des salles de réanimation qui vont prendre en charge tous nos parents. Et cet investissement est prévu pour près de 10 milliards. Le nouvel hôpital général de Tiassalé est annoncé comme un établissement de référence pour le district sanitaire de cette localité. Il va accueillir les accidentés de la route, un énorme bénéfice pour Tiassalé au regard de sa position de carrefour stratégique. On reste en santé pour parler de la couverture maladie universelle vers la fin de l'engagement dans les centres d'enrôlement, la CMU. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte une solution aux difficultés pour se faire enrôler. Les sites seront multipliés sur l'ensemble du territoire. Adama Kamara a annoncé plusieurs mesures d'urgence pour faciliter les choses. Le reportage de Serge Coléa. Depuis le 1er janvier 2023, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle est exigée pour accéder à certains services de l'État. Il s'agit entre autres de l'inscription aux examens et concours,
l'inscription des étudiants et des élèves âgés de plus de 16 ans, le recrutement dans le secteur public et privé, l'accès aux programmes financés par l'État. Au titre du renforcement du dispositif d'enrôlement classique, il a été convenu, dans le cadre de l'opération spéciale vacances, de procéder à l'ouverture de nouveaux sites d'enrôlement dans les écoles, les hôpitaux, les universités, les cités universitaires, les sous-préfectures et autres sites identifiés et situés sur toute l'étendue du territoire national. Le dispositif d'enrôlement sera complété par 900 sites supplémentaires pour le porter à 1048 sites. 900 nouveaux sites pour un total de 1048. Ces sites seront pourvus de 3000 nouveaux agents recenseurs pour un objectif de 10 millions de personnes à enrôler les 6 prochains mois. Il est important de préciser que l'enrôlement à la couverture maladie universelle est totalement gratuit. Pas même un franc ne doit être demandé à la population. J'ai instruit le directeur général de la CENAM à l'effet de prendre toutes les sanctions les plus sévères à l'encontre des agents d'enrôlement qui se rendraient coupables d'une quelconque forme d'escroquerie. J'invite également les usagers à dénoncer à travers les différents numéros verts de la CENAM. À ce jour, 327 sites supplémentaires ont été déployés. Au total, 475 sites sont fonctionnels. Allons dans le département de Gagnoua. Les cadres guébiers prônent la cohésion et le développement. La Fédération des mutuelles des cadres des différents villages de Nyangbo-Dougnoua salue les actions de développement initiées par le président de la République. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre de la seconde école primaire de la localité. Godefroy Okambawa. Les enfants de Yamagnoa, village de la sous-préfecture de Nyangbo-Dougnoua dans la région du Gor, seront dotés bientôt d'une nouvelle école primaire. La pose de la première pierre de cette deuxième école du village est faite par une fille de la région, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo. Réunie en fédération, la mutuelle des cadres du canton Guébié exprime sa reconnaissance pour ses actions qui participent à l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage des enfants. Voir Madame la ministre poser la première pierre d'une école, ça nous fait grande joie. Et ils ont compris désormais que si on avait compris tôt, on ne serait pas à ce niveau de développement. Ce qui doit les intéresser, c'est le développement. Alors qu'on ne peut pas parler développement sans aller dans le sens voulu de ceux qui en sont artisans, c'est-à-dire l'État. Miss Belmont Dogo invite les populations du canton Guébié à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre des projets initiés par le gouvernement dans la localité. Pour soulever un enfant, il tend ses mains. Si tu le forces, tu vas lui faire mal. Intéressez-vous à ce qui se fait par le gouvernement. Le président Alassane Ouattara ne fait pas un développement par ethnie ou par parti politique. Je me tourne vers les quatre. Que votre mot le plus partagé dans ce canton soit le développement. Miss Belmont Dogo a offert 7 tonnes de ciment pour entamer la construction de cette nouvelle école du village. Des kits scolaires aux écoliers ainsi que des broyeuses de manioc aux femmes de Yamagnoa et du canton Guébié. La ministre de la Solidarité a pris l'engagement d'accompagner le développement dans tous les 7 villages du canton Guébié tels que voulus par le président de la République, Alassane Ouattara. Et puisque l'on parle de développement local, allons dans les Grands Ponts. Le ministre-gouverneur Vincent Loès a lancé des travaux de rénovation et de construction de routes urbaines, un projet qui est en cours depuis le mois dernier. Les chantiers se poursuivent. Vous allez le voir dans ce reportage de l'ancien Bakayoko. Une pelle sur chenille, une niveleuse de moteur, un rouleau compresseur, une raboteuse et un stabilisateur de sol. À Grand Laou, les travaux de voirie urbaine engagés par le gouvernement vont bon train. Ces travaux répondent aux enjeux de cette ville où les chaussées sont très vétustes avec de nombreuses dégradations. Les populations attendent beaucoup de ces chantiers, notamment en termes d'amélioration des conditions de mobilité. Nous, on était enclavés ici. Voilà, même pour avoir la clientèle, c'était un peu difficile pour nous parce qu'il n'y avait pas de route pour venir envers ici. Nous étions seuls en brousse ici, mais on est content aujourd'hui d'avoir cette route parce qu'aujourd'hui là,
On sait que le client peut venir à n'importe quel moment. Sur la dorsale qui débouche sur le quartier habité par les administratifs, c'est une nouvelle route qui est en construction. Les ouvriers prennent beaucoup de plaisir à finaliser ce chantier. Actuellement, je suis en train de faire l'élargissement de la voie. La voie est petite. Donc, je veille à l'élargissement et au réglage de la voie. Plus loin, sur ce tronçon très sollicité, les bordures et les caniveaux endommagés ont été remplacés afin de rétablir un écoulement pluvial, de renouveler les revêtements de la chaussée et des trottoirs. Des pistes villageoises sont également en réhabilitation, en l'occurrence celle menant à Ngorankro. À Grand Laou, ce ne sont pas seulement les infrastructures routières qui sont en rénovation, mais également les équipements électriques. La réalisation de tous ces projets prend en charge la préoccupation d'améliorer le cadre de vie des populations, la redynamisation de l'économie locale et surtout la sécurité routière. En l'espace de quelques semaines, après le lancement du programme d'entretien routier, où Laou a bénéficié de plus de 400 km de reprofilage lourd, pratiquement une semaine après, les travaux ont démarré. Et c'est un élément de fierté pour nous. Les travaux de rénovation ont été lancés par le ministre-gouverneur des Grands Ponts, Vincent Louès, afin de matérialiser la politique du gouvernement. Cette politique est articulée autour de la restauration et de la modernisation des infrastructures socio-économiques. Alors maintenant, à Kinshasa, en RDC, voyons la moisson ivoirienne au 9e jeu de la francophonie. La Côte d'Ivoire obtient au total 11 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Et restons là-bas à Kinshasa, en marge de ces Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire prépare aussi le Massa 2024. Un rendez-vous prévu dans la capitale économique ivoirienne en avril. Le directeur général du marché des arts du spectacle d'Abidjan a échangé avec les artistes congolais. Aboudraman Kamaté les incite à s'inscrire massivement dans les différentes disciplines. Envoyés spéciaux à Kinshasa, Issa Tionayo, Fernand Kona. Exhorter les artistes congolais à venir nombreux au prochain Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, prévu au mois d'avril 2024. C'est le sens de la rencontre entre le directeur général du Massa et les acteurs culturels de la RDC, République démocratique du Congo. Ce, en marge de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Il m'est paru important qu'un pays comme le Congo, qui s'impose sur le continent comme un pays de création, un pays de créativité, avec des talents reconnus, puisse être au cœur des préoccupations du directeur général du Massa pour venir faire donc la promotion de ce marché panafricain. Donc c'est aussi la preuve donc de l'intérêt que ces artistes portent donc à cette manifestation que nous mettons en place tous les 2 ans. Et beaucoup d'artistes congolais sont passés par le Massa pour être aujourd'hui des vedettes que nous connaissons. Un message bien perçu par les artistes congolais. Je connais très bien le Massa et aujourd'hui on est tous d'accord que la culture est le vecteur de développement. La culture permet aujourd'hui d'employer énormément de jeunes. Et il faut que le Massa continue à jouer ce rôle de marché pour le spectacle africain. Et je pense très honnêtement que beaucoup d'autres gouvernements africains devraient emboîter le pas, imiter ce que fait la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC saisit l'opportunité pour rappeler les liens de coopération culturelle entre les 2 pays. Je suis très heureux que le directeur général du Massa soit venu pour justement sensibiliser la partie congolaise à se rapprocher de la partie ivoirienne pour qu'ensemble on aille vers des perspectives heureuses. Le Massa est une plateforme à partir de laquelle les artistes peuvent se projeter dans le monde. Et vous savez que les Ivoiriens et les Congolais, ils ont l'art et la culture dans les veines. C'est même inscrit dans le code génétique. Et c'est à eux de mutualiser leur intelligence pour aller de l'avant. La 13e édition du Massa est prévue du 13 au 20 avril 2024 à Abidjan. À présent, l'actualité en bref ce vendredi qui nous conduit en Éthiopie, aux États-Unis et au Niger. Nous verrons la dénonciation de l'accord militaire avec la France par la junte à Niamey et la réaction de Paris.
La France réagit ce 4 août à la dénonciation des accords de coopération militaire par les putschistes au Niger, en soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes sont en mesure de les rompre. Le gouvernement fédéral éthiopien déclare ce 4 août l'état d'urgence après des affrontements entre l'armée et des combattants locaux. Ces événements ont eu lieu ces dernières semaines dans le nord du pays. L'ancien président américain Donald Trump plaide non coupable devant un tribunal fédéral face à des accusations inédites liées aux résultats de l'élection de 2020. Pour Donald Trump, il s'agit d'une persécution d'un opposant politique. La prochaine audience est fixée au 28 août 2023. Rappelons que juste après ce journal, la direction des magazines d'information vous propose une émission spéciale en prélude à la fête de l'indépendance. Le thème retenu, armée et jeunesse, quel rapport citoyen pour une sécurité garantie. Présentation Hamza Diaby. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Afisiata Karamo Kodoso. Ce soir, le sage nous apprend que ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Dieu le voulant, on se retrouve demain.